présente la réserve. Moi, c'est Luc Détouche. Je suis le conservateur de la réserve naturelle. Je passe la parole à Guillaume qui présentera son travail, le travail que la LPO lui a demandé de faire sur la réserve. Et puis moi, après, je reprendrai pour voir les réponses qu'il m'a apportées. La réserve de Saint-Denis-du-Perret. Tout le monde m'entend? Alors, on va faire une brève présentation de la réserve. Les principaux résultats, là je passerai la parole à Guillaume et je reprendrai la parole pour les réflexions sur la priorisation des enjeux de conservation, sur la gestion du site, les adaptations au nouveau plan de gestion. Toutes les réserves naturelles sont soumises maintenant à une nouvelle méthodologie des plans de gestion. Donc là on se trouve dans le centre-ouest de la France, dans ce fameux marais Poitevin, le plus grand marais de France après la Camargue en superficie. Et si on zoome un petit peu, donc on est sur plutôt la partie occidentale du marais Poitevin. C'est un territoire, ce sont des grandes prairies naturelles humides. C'est une réserve qui a été mise en place en 1976. Et c'est Michel Brosselin, un ornithologue, qui a travaillé pour le bureau MAB, on vous en a un peu parlé ce matin, qui a identifié ces territoires-là essentiellement pour la richesse ornithologique au départ, dans les années 70. Et aujourd'hui, il y a deux gestionnaires, la LPO et l'ONCFS, en gestionnaire associé. Alors, c'est un territoire, déjà, il ne faut jamais perdre de vue, qui est en dessous du niveau de la mer, 2 fois 6 heures par 24 heures, par gros coefficient, c'est-à-dire que c'est un véritable polder derrière des digues, on est à 8 km au FAF, derrière la baie d'Aiguillon. Mais c'est également un agrosystème, un écosystème qui n'a été utilisé depuis le XIIIe siècle que par le pâturage extensif. Un de mes maîtres dans le cadre de Réserve naturelle de France, c'était Thierry Lecomte, donc j'étais content de le voir là, puisque vraiment, l'ADN de la gestion de la réserve, c'est le pâturage, avec toutes les questions qui vont avec. Juste pour vous dire, il y a 4 grandes gestions sur ce territoire-là. Le pâturage. Quel pâturage? Est-ce qu'il faut une mixité? Est-ce qu'il faut de la fauche? Comme c'est un milieu très anthropisé, on est en passe de se poser toutes ces questions-là. On est loin, ou lequel milieu climax, là, on est loin de ces questions, on est loin et très proche en permanence à se poser ce type de questions en matière d'objectifs dans le plan de gestion. Ensuite, quel niveau d'eau? Puisqu'on maîtrise complètement les niveaux d'eau, l'eau de pluie, l'eau du bassin versant. Puis après, mais on n'en parlera pas, c'est les histoires de quiétude du site pour la vie faune et les histoires des espèces exotiques envahissantes, aussi bien végétales qu'animales. Donc, ces questions-là, il nous faut des éléments de réponse. Il n'y avait jamais eu de cartographie de la végétation sur ce territoire-là, jamais de cartographie des habitats, parce qu'il ne fallait pas déranger les oiseaux, souvent. Donc il y a eu Alfred Hérault, Pierre Dupont, Jean-Bernard Bouzier, Éric Carnélis de l'INRA qui ont travaillé sur des groupes sur la flore, sur la végétation, mais jamais un travail exhaustif. Et il était temps de faire ça parce que moi j'avais des inquiétudes puisque je voyais la végétation évoluer. Et il me fallait un état des lieux, un état zéro. Et on a fait appel au Conservatoire botanique national de Brest, délégation Pays de la Loire, pour faire ce travail-là sur 2 ans. Et là, je laisse la parole à Guillaume, qui va vous expliquer sa démarche. Alors bonjour, donc l'étude qu'on a menée sous le financement de l'Adréal en 2011 et 2012 avait pour objectif de connaître la flore et les groupements végétaux de la réserve, leur degré de patrimonialité, et de les localiser sur le site afin d'en assurer un suivi et une gestion adaptée. Donc on a fait cette étude sur 2 ans. La première année était consacrée à la typologie des végétations et la deuxième année était consacrée à la cartographie. Donc pour effectuer cette typologie, on a fait plus de 240 relevés phytosociologiques qui nous ont permis de distinguer 48 groupements végétaux, donc des sympathisants élémentaires, qui appartenaient à 34 associations ou alliances. Dans leur ensemble, les groupements appartiennent au système subalophile thermo-atlantique, décrit par René Foucault en 1984. Et d'un point de vue paysager, ces marais, le système subalophile, là, ce sont des marais qui sont présents dans les marais arrière littoraux de la façade atlantique entre la Vilaine et la Gironde. Et ils ont une apparence plutôt assez monotone, on va dire, d'un point de vue paysager, mais en fait ils sont façonnés par un micro-relief, une micro-topographie, donc avec des buttes et des dépressions plus ou moins inondables. Et
c'est ce micro-relief qui finalement détermine la présence des végétations, en plus dans un gradient d'humidité, et la gestion aussi. Voilà, alors les résultats, là, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de tout ça, mais la plupart des groupements qu'on a vus qui sont un peu caractéristiques des systèmes subalophiles, si on les replace selon un gradient topographique ou d'humidité, ça donne un peu ça. Donc on va des niveaux mésophiles à mésohygrophiles, donc on est dans les Arenatheretea, avec une association là, qui s'appelle le Caricidis tristetum floricentis. Après on descend un peu plus, donc là on arrive dans les Agroscitea, donc prairies courtement inondables, de la Lopicurium tripilati, Trifolium maritime inontatum silaifoliae, prairies longuement inondables du Ranunculus ophioglossifoli inontatum fistulosé. Après on descend encore d'un niveau et on arrive dans les végétations hélophytiques, donc de l'Eunanthium aquatiqué. On a les prairies flottantes là, et des parvorosolières, les Cariscolistris. Là, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on arrive au niveau des mares temporaires et qu'on peut noter qu'on a une succession là, dans le temps de végétation finalement. Donc, quand les niveaux d'eau sont hauts au début du printemps, on a un herbier des Potanetia, du Ranunculus doredique et Trichitum brucier, qui se développe finalement au-dessus de la prairie, donc sous 30 cm d'eau. Et quand les niveaux d'eau baissent, après on a d'autres herbiers. Donc on a déjà la prairie qui s'exprime en été pleinement, les herbiers du Ranunculus doredique ont disparu. Et après, au fur et à mesure de l'avancée dans la saison, dans les niveaux un peu plus bas, au niveau des parvorosolières aussi, on a d'autres végétations acaracées, des Potanetea, et on a en fin de saison, fin d'été, début d'automne, des groupements des Gincétea, de l'Éléoploion schwinoides, donc Acrypsis notamment, Acrypsis schwinoides, j'en parlerai après, Acrypsis aculeata. Donc pour la partie cartographie, c'est la deuxième année. Donc c'est une cartographie qui a été réalisée par Alexandre Balédier, donc qui était dans le cadre d'un stage de Master 2. Donc il a fait une carto très fine de la végétation, donc à l'échelle du 1 millième, et qui a prospecté les 205 hectares de la réserve de fin mars à fin août, donc pendant 5 mois. Et donc il a cartographié dans 2000 polygones la réserve. Et en suivant le cahier des charges national finalement qui a été rédigé par le Muséum national d'histoire naturelle et la Fédé des CDN pour les cartographies Natura 2000. Par contre, finalement assez rapidement, en faisant la carto, on s'est heurté au problème de cartographier les végétations qui succèdent dans le temps, parce que si il fait par exemple un passage au printemps, il va pouvoir cartographier les herbiers de ranunculus aquatiques, mais s'il passe en été, à la place, ce sera les herbiers de prairies flottantes ou parvorosolières. Et dans les siges, il y a la possibilité de superposer plusieurs polygones, et on a la possibilité aussi d'avoir un recouvrement maximum de la végétation qui est supérieur à 100%. Donc la solution qu'on a trouvée à ça, pour bien prendre en compte les végétations annuelles et puis qui étaient aussi des végétations patrimoniales, notamment les végétations Acrypsis, on a réalisé 3 cartographies à différentes périodes de l'année, donc une cartographie au printemps, une en été et une en automne. Ce qui fait que sur la réserve qui fait 205 hectares, il y a 215 hectares qui ont été cartographiés. Donc pour en revenir un peu à la problématique du gestionnaire et des questions qu'il a posées tout à l'heure, là on peut prendre l'exemple de deux végétations. Donc la première c'est végétation prairiale. On a trouvé sur la réserve des variations mésotrophiles des prairies de niveau supérieur, qui sont composées du cortège classique des espèces eutrophiles des prairies subalophiles. Je vais aller vite alors, et des cortèges d'espèces oligotrophiles.
là, donc, pour revenir sur l'aspect un peu cartographique, finalement, on a donc, la localisation de ces prairies un peu mésotrophiles, un peu originales. On les a donc, localisées sur la réserve et il se trouve que ça correspond pas trop mal avec des endroits où il y avait soit de la fauche et ou du pâturage équin en hiver. Donc là, ça donnait des pistes un peu pour la gestion. Le deuxième type de végétation, ce sont sur les vases exondés. Donc là, qui peuvent donner des indications sur la gestion des niveaux d'eau. Je vais passer très vite parce que je dois repasser la main après. Donc là, il y a eu des découvertes intéressantes de fait, notamment des groupements qui ont été décrits depuis par les collègues, là, Herman Mitton et puis Jean Terris aussi, donc, sur des végétations acrypsis de marques temporaires, des marais arrière-littoraux de la façade atlantique. Et donc là, c'est le déterminisme de ces végétations en fait, sont liées à une gestion particulière des niveaux d'eau qui sont maintenus hauts le plus longtemps possible, donc qui s'exondent tardivement et qui sont liés aussi à la présence de piétinement et de pâturage. Et voilà. Et aussi l'influence des oiseaux n'est pas négligeable aussi. Il n'y a pas que les bovins et les équins, le pâturage et le piétinement des oiseaux est important aussi. Voilà, c'est des mouvements qui sont qui ont une forte valeur patrimoniale sur la réserve. Je repasse la parole à lui. Oui, rapidement. Donc j'ai appris ce matin le terme de roselière d'oiseaux. C'est vrai que pour une réserve à dominante en écologie, il y avait une tendance à monter les niveaux d'eau. Plus on avait des niveaux d'eau élevés, plus on avait des oiseaux de très forte valeur patrimoniale. Le ratio surface de la réserve, nombre d'oiseaux, et même en diversité d'oiseaux, c'était exceptionnel. Voilà, plus il y a d'eau, plus il y avait d'oiseaux. Alors en hiver, mais également au printemps, avec des espèces extrêmement rares, prioritaires, de type guifette noire, qui nichaient dans les groupements Heliocaris palustris. Donc on répondait comme ça à ces objectifs-là. Quand il y avait des déficits pluviométriques, on mettait même de l'eau, bon, avec de l'énergie solaire soit, mais voilà le résultat, on avait des espèces extrêmement rares qui nichaient dans les Heliocaris palustris. Il y avait du Damasionium alissement, enfin au niveau végétal, c'est pas non plus négligeable, sauf que beaucoup d'eau, ça veut dire aussi beaucoup de poissons, notamment les cyprinidés, les carpes et autres, qui sont herbivores, omnivores, et qui détruisaient la végétation aquatique. On a viré parfois certaines années jusqu'à 800 carpes. Beaucoup d'eau, beaucoup d'oiseaux, mais des oiseaux pas forcément désirables, en tous les cas pas de grande valeur patrimoniale de type cygne tuberculé. On monte jusqu'à 160-170 cygnes. Je peux vous dire que les herbiers derrière, eh bien, Heliocaris morphe. On arrivait dans une espèce de jardinage, dans un interventionnisme en protégeant contre les bovins, mais également les cygnes, les colonies de guiffettes noires. Vous voyez jusqu'où on allait. Vous voyez la clôture à gauche protégée, donc les guiffettes pouvaient nicher, à droite les cygnes et les bovins. Et voilà le résultat. Donc ça, c'était avant l'intervention du CBN. Et moi, je me disais, là, on est en train de faire quelque chose de grave, puisqu'on est en train de faire évoluer la végétation dans des trajectoires non désirables. Et quand le CBN est arrivé, il a dit, magique, ici, à droite de la photo, c'est magique, c'est de l'habitat d'intérêt communautaire prioritaire. Bon, voilà. Il me reste 1 minute pour vous dire que des fois, en matière de gestion, on a il faut être vraiment prudent et c'est parfois surprenant. En tous les cas, les visios à long terme sont... Du coup, la guiffette noire ne niche plus et c'est là où il faut changer d'échelle. À l'échelle du Marais Poitevin, il faut d'autres sites de substitution. Il faut que le plan de gestion sorte de sa réserve. Et puis c'est pareil pour le pâturage. On a eu des réponses, on s'est toujours battu dans le cadre des mesures agri-environnementales pour déjà qu'elles existent et qu'on puisse favoriser les éleveurs qui font vraiment de l'extensif avec une mixité bovin-équin. On s'est battu pour ça, on le maintient, on s'est posé des questions sur la fauche, on a travaillé aussi à une autre échelle que celle de la réserve et du coup on a intégré ça dans le plan de gestion, il me reste 30 secondes. Donc on travaille sur la réserve mais de façon extrêmement modeste puisqu'en fait les trajectoires de ce que l'on fait, eh bien, les réponses on les a parfois a posteriori, et on travaille aussi à l'échelle du territoire, puisqu'il y a des enjeux qui dépassent largement les limites d'une réserve de 207 hectares. Donc il faut faire vraiment attention à ce que l'on fait sur sa réserve. Merci de votre attention. Une question par rapport à l'accompagnement sur on va dire, l'écologie globale, écosystémique.
du milieu? Est-ce que vous avez un accompagnement pour l'aspect floristique, mais est-ce que vous avez un accompagnement pour l'aspect fonctionnel? Oui, il y a un conseil scientifique. Et le plan de gestion est présenté au conseil scientifique. Donc il y a toutes les disciplines, les géographes, toutes les disciplines sont représentées. Ensuite, on présente ce document au CSRPN et on travaille donc en interne aussi avec des... Mais la question est excellente parce qu'on s'est même posé la question de la pertinence du... Il y a aujourd'hui, par exemple en termes de naturalité, la remise en question du pâturage. Pourquoi ne pas laisser le milieu partir sans pâturage? On a vraiment fouillé ces questions-là, on m'a demandé vraiment de me justifier, j'ai repris à 2 fois le plan de gestion pour faire une recherche historique sur l'origine de... Parce qu'il y a en fait des territoires sur ce marais qui ont été cultivés très longtemps et qui sont redevenus en prairie. La réponse, enfin voilà, il a fallu vraiment charpenter parce qu'il y a eu encore des marécages sans intervention, sans drainage et sans pâturage jusqu'à la 17e, 18e siècle. Dans certains secteurs, pas très loin de la réserve. Donc tout ça, il a fallu vraiment mettre à plat pour décider, oui, on maintient ce pâturage-là. Ceci dit, en ce moment, ma grosse inquiétude, c'est la dérive du pâturage, puisque, vous le savez, le deuxième pilier de la PAC est actuellement malmené. Les éleveurs n'ont pas touché leur aide depuis 2015, et actuellement, ils sont en train de vouloir intensifier pour sauver leur trésorerie. Donc ça veut dire qu'ils cherchent à augmenter le nombre de bêtes, à rationaliser engrais, moins d'eau, et voilà, apport extérieur. Donc là, c'est vraiment des grosses inquiétudes. Là, sur les 30 000 hectares de prairies autour de la réserve, on a il y a de quoi être très inquiet. Et la réserve est prise en sandwich entre le drainage en aval et l'irrigation du maïs en amont. On est en milieu hostile quand même, au niveau de cet agro-système-là. Voilà. Très pertinent ce que vous avez dit sur le fait que c'est une réserve d'oiseaux, il y a Pontifex et on a fait le choix. Parce que souvent, en accompagnant les plans de gestion, on se rend compte qu'on veut tout avoir dans une réserve. Et en fait, on retrouve avec des outils de gestion, alors on va dire on est sur des systèmes oligotrophes, on va dire on veut garder les systèmes oligotrophes, on veut garder les espèces en jeu. Et troisième objectif général de gestion, souvent maintenir la mosaïque d'habitat, maintenir la diversité des types de végétation, etc. Et puis en fait, finalement, c'est au détriment des enjeux principaux de la gestion. Par exemple, garder des espaces boisés, garder des forêts sur des systèmes de pelouse hyper intéressants qu'on va pas retrouver. Donc voilà, on va changer d'échelle pour réfléchir à cette type de gestion de la réserve, c'est une bonne solution. Oui, mais je reste prudent maintenant. Plus j'avance dans ma carrière, plus je deviens prudent. Quand Pierre Dupont était intervenu sur la réserve, il avait fait des inventaires, il n'avait jamais trouvé ces espèces-là, avec Eclipsis et Latine. C'est des espèces qui apparaissent. Les groupements Héliocharis régressent, comme peau de chagrin. Ok, c'est de l'habitat prioritaire, mais peut-être que dans 10 ans, on se dira, mais il n'y a plus du Eclipsis et des Héliocharis. Où sont passés les Latines? Où sont passés... Donc là aussi, je reste... ok, c'est très bien, on a aujourd'hui un milieu prioritaire, et demain, ce milieu prioritaire, si ça se trouve, il va se généraliser au détriment de milieux non prioritaires, mais peut-être qui vont devenir plus rares. La question est de savoir s'il y a du crypsis et des latines ailleurs. Ça apparaît partout, oui. Plus on cherche, plus on le trouve. Ouais. Sur les plans d'eau de chasse, sur... voilà.